Bonjour à tous. Donc je m'appelle Didier Girard, je suis directeur technique d'une entreprise qui s'appelle Sphere, dans laquelle il y a 200 développeurs. Durant cette session, je vais vous présenter Google Web Toolkit. C'est une technologie que j'ai découvert il y a quelques temps déjà et que j'utilise sur plusieurs projets. Donc je la trouve assez simple à utiliser, je la trouve très efficace et au final je trouve que c'est vraiment une belle technologie. Donc pour démarrer cette session, je vais vous faire d'abord quelques démonstrations de la technologie. D'abord, qui est-ce qui connaît GWT? D'accord. Est-ce que parmi vous, il y a beaucoup de développeurs Java? Qui développe en Java? OK. Et qui est-ce qui a déjà utilisé GWT? OK. Très bien. Donc, je vais d'abord démarrer par faire quelques démonstrations. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que GWT a été créé. Ensuite, on verra comment GWT fonctionne. Et puis après, je vais vous présenter rapidement les différentes fonctionnalités. Donc, j'ai 45 minutes pour présenter GWT, c'est un peu court. Ça va sûrement être un peu speed. Donc, d'abord, les démonstrations. Donc, première démonstration que je tenais à vous faire, c'est la première fois que j'ai codé en GWT. C'est un petit jeu. Je découvrais la technologie et je me suis donné 8 heures pour développer quelque chose. Je ne connais rien à JavaScript. Et pourtant, j'ai développé une application qui tourne dans le navigateur et qui s'exécute en JavaScript. Donc, le principe, c'est quoi? Il y a des mots qui vont tomber. Et en fait, en direct, je vais essayer de taper les mots et puis je vais essayer de faire un bon score. Donc, voilà comment ça fonctionne. Donc, les mots commencent à tomber. D'accord? Je dois les taper. Et puis, si je les tape correctement, ils disparaissent. C'est tout simple. Et puis, si je suis fort, je fais un bon score. Voilà. Ça, je ne connais rien à JavaScript. Ça s'exécute en JavaScript, c'est 8 heures de développement. D'accord? Y compris la création des images, etc. Deuxième démonstration de GWT. Donc, il y a des gens qui ont développé un framework qui permet de faire du multifenêtrage en GWT. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer ici. Donc, ça, c'est une application GWT. Ici, là, je suis capable de faire du multifenêtrage. D'accord? C'est assez simple à utiliser. Donc voilà, vous faites des choses comme ça. C'est un Français qui fait ça d'ailleurs, qui est basé à Aix-en-Provence. Ça s'appelle GWT Window Manager. C'est assez simple à utiliser, à coder. Et donc si vous avez une application, vous voulez lui rendre un aspect multifenêtrage, vous pouvez utiliser GWT pour faire ça. Troisième application que je voulais vous montrer, c'est une application qui ressemble plus à une application desktop. C'est l'équivalent d'un mailer. D'accord? Donc voilà, vous avez un système, ça ressemble un peu à Thunderbird, on va dire. Voilà, vous pouvez naviguer, visualiser des emails. D'accord, vous pouvez naviguer dedans. Comme ça, revenir en arrière. D'accord. Ça, c'est aussi une application qui est codée en GWT. C'est très simple à faire. D'accord. Dernière application, c'est certainement une des applications en ligne qui est la plus belle. Ça s'appelle Contact Office. C'est une suite logicielle qui est disponible sur Internet. Qui vous permet d'avoir par exemple un calendar, un carnet d'adresses, une mailbox, un système de gestion de documents, un système de tasks, d'accord? C'est aussi une application qui est codée en GWT. Donc voilà un petit peu, ça vous donne en 4 applications un panel de ce qu'on peut faire avec cette technologie. Donc maintenant on va rentrer un peu plus dans la techno. Ouais. Je vais repasser en plein écran. Donc pourquoi GWT? D'abord, la technologie web telle qu'elle existait depuis un certain temps, elle avait des limites. Premièrement, avec le web, ce n'est pas possible de faire des applications MDI. MDI, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous avez une fiche client, vous voulez voir en même temps une autre fiche client, c'est très difficile de faire ça sur le web. C'est-à-dire pouvoir comparer des données qui sont identiques. Faire du web, pendant un temps, on avait l'impression que c'était simple, mais finalement, faire du web, développer une application web, c'est très compliqué. Surtout dès qu'on veut faire des choses un peu sophistiquées. Développer une application web, finalement, c'est certainement plus coûteux que de développer des bonnes vieilles applications green screen. Donc faire du web, même des gens qui font du VB, vous faites une application web, vous la faites en VB, l'application web, elle coûtera certainement plus cher à développer. Encore, vous avez une application web, l'intégrer à la bureautique, c'est pas facile. D'accord ? Dès que vous avez une application web classique, il n'y a pas de réseau, ça ne fonctionne plus. OK? Ensuite, les applications web standards, elles avaient du mal à communiquer les unes avec les autres. D'accord?
Et maintenant, il y a toute une mouvance mashup qui arrive avec le Web 2.0, mais historiquement, les applications web ne fonctionnaient pas bien. Elles n'arrivaient pas à communiquer les unes avec les autres. Ensuite, l'ergonomie historique du web est vraiment très pauvre, quoi. Au début, vous aviez des applications web, vous donniez ça à des gens qui faisaient de l'informatique de gestion, ils trouvaient ça vraiment pas terrible en termes d'ergonomie. Et puis, ce n'est pas très efficace. Par exemple, vous avez développé un tableur, vous voulez mettre à jour une petite portion de ce tableur suite à un calcul, en fait, vous êtes obligé de rafraîchir toute la page. D'accord ? Donc, en termes de temps réseau, temps de réponse, etc., ce n'est pas terrible comme techno. Donc, pour toutes ces raisons, on peut dire que le web classique, il atteint ses limites. De manière provocatrice, j'ai envie de dire même qu'il est mort. Voilà. Donc la solution, c'est Ajax. Tout le monde s'est jeté sur Ajax pour un petit peu adresser toutes les problématiques que je viens de vous présenter. Donc Ajax, qu'est-ce que ça permet déjà ? Ça va permettre de faire de la mise à jour de portions de l'écran. D'accord ? Donc dans le web classique, vous avez une page, vous voulez rafraîchir, il y a une autre page qui arrive, et entre les deux, il y a ce qu'on appelle une page blanche. Ce n'est pas une vraie page, mais il y a une espèce de petit clignotement blanc qui apparaît. D'accord ? Donc avec les technologies Ajax, on est capable de supprimer cette petite page blanche qui est entre les deux. Ensuite, il y a un aspect un petit peu aussi magique dans Ajax, c'est que sans que l'utilisateur sollicite de l'information, on est capable de mettre à jour de l'information sur la page. D'accord ? On lance des requêtes asynchrones et on va aller récupérer de l'information sans que forcément l'utilisateur clique. Ensuite, avec la vague Ajax est arrivé un grand nombre de composants graphiques beaucoup plus jolis que ce qui existait en standard dans le HTML. Et puis, chose très importante, qui est très importante pour moi avec la technologie Ajax, c'est que les serveurs qui hébergent les applications, les données, peuvent devenir sans état. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, avec cette technologie, on va être capable de stocker de l'information dans le navigateur, ce qui va éviter de la stocker sur le serveur dans une session HTTP, d'accord ? Et ce qui va nous permettre des montées en charge beaucoup plus importantes, puisqu'entre autres, on n'aura pas à créer ce qu'on appelle des session affinity, c'est-à-dire de la réplication de sessions sur des serveurs. Donc, une montée en charge beaucoup plus puissante avec la technologie Ajax. Donc, en gros, c'est vraiment une technologie qui est cool. Faire de l'Ajax, c'est beau. On a toujours l'impression que c'est efficace. Et puis, nos clients, dès qu'on leur montre un petit morceau d'Ajax, ils en redemandent. Mais en fait, avec cette technologie, il y a des difficultés. D'abord, développer avec la technologie Ajax, on sait le faire facilement en général dans un navigateur. Mais dès qu'on vous demande d'adresser une problématique multinavigateur, c'est-à-dire qu'on vous dit que vous devez faire de l'IE, du Firefox, de l'Opera et puis du Safari, là, il y a beaucoup de développeurs JavaScript qui pâlissent. Ensuite, il y a des bugs un peu dans les navigateurs, il faut savoir les adresser. Par exemple, dans certains navigateurs, il y a des problèmes de fuite mémoire. Donc, il y a des astuces en JavaScript qui permettent de les éviter. Si vous ne faites pas ça, votre application Ajax, petit à petit, elle va consommer de plus en plus de mémoire. Lourdeur du chargement. Une application Ajax, quand vous allez la télécharger dans le navigateur, au début, vous allez avoir un temps assez significatif qui est tout le chargement de ce code JavaScript dans le navigateur. D'accord ? Donc, ça prend du temps et c'est des secondes qui sont importantes, c'est plutôt des millisecondes qui sont importantes parce que c'est au moment où la personne arrive sur votre site, si ça met trop de temps, si la première page met trop de temps à s'afficher, il a des chances, cette personne qui arrive sur votre site de partir. Après, donc, si on arrive à passer tout ça, en gros, on a des personnes qui sont des docteurs S-JavaScript, qui connaissent bien tout ça. Simplement, des docteurs S-JavaScript, il y en a peu sur le marché. En tout cas, s'il y en a, ils sont très chers. Aussi, pour faire du JavaScript, il n'y a pas de bons environnements de développement. D'accord ? Voilà, donc c'est plutôt de l'Emacs, du Notepad ou des choses comme ça pour coder en JavaScript. JavaScript, c'est un langage qui est interprété. C'est très facile, en tout cas, d'y glisser des bugs et on s'aperçoit de ces bugs uniquement au runtime. C'est-à-dire que c'est un langage qui est faiblement typé et donc, du coup, on peut avoir des bugs qui s'insèrent facilement. Il n'y a pas d'outil de debug. Et puis, plus on développe en JavaScript, plus potentiellement, on va insérer des failles de sécurité dans son applicatif. Enfin, voilà. Donc, JavaScript, faire des belles applications Ajax, c'est sûrement sympa, mais c'est difficile. Donc, la solution que je vous propose, en tout cas la première que je peux vous proposer, c'est de développer un prototype. Ça vous fait plaisir, c'est assez sympa, vous faites des choses qui sont belles, et puis tout le monde vous dit « Ah ouais, c'est super ce que tu fais, c'est vraiment sympa ». Et puis dès qu'il y a un client qui signe, ce que je vous conseille, c'est vraiment de partir. Parce que c'est là que les problèmes démarrent, et on va vous assassiner, ça ne marche pas dans tel navigateur, il y a des bugs, c'est lourd, finalement ce que tu m'avais vendu, ça ne marche pas. On me parlait tout à l'heure d'une application sur laquelle il y avait 30 000 utilisateurs plantés parce que la solution Ajax ne montait pas en charge, quoi. Donc voilà. Donc en gros, vous signez, vous faites des belles démos, etc. Et puis dès qu'il y a
quelque chose de signé, bah vous essayez de changer de projet, c'est mieux ce que vous avez à faire, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Ou, autre solution, c'est de passer à GWT. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu cette techno. Donc comment GWT fonctionne? D'abord, cette technologie, elle était là pour adresser un objectif. Donc les gens qui ont codé ça, Bruce Johnson en l'occurrence, ils ont d'abord décidé d'arriver à sortir une technologie cross-navigateur. Donc on le verra, GWT, ça fonctionne sur IE, Firefox, Safari, Opera. L'objectif, c'est de cette technologie, lorsque vous l'utilisez, vous développez des applications qui vont fonctionner sur tous ces navigateurs. Ce qu'ils voulaient, c'est que ce soit efficace. C'est-à-dire, on va développer des applications Ajax, elles vont être très rapides et très légères. D'accord? C'est les contraintes qui se fixaient. Ils voulaient des choses stables. Pas de bugs, pas de fuite de mémoire, pas de choses comme ça. Donc ça, première chose, ils voulaient adresser les utilisateurs. Ensuite, ils voulaient aussi que cette technologie, elle soit aussi conviviale pour les développeurs. Donc pour ça, il fallait qu'elle puisse être intégrée dans des environnements de développement. Il fallait qu'on puisse faire du debugging. Il y a quelque chose qui est arrivé ces dernières années en termes de développement, c'est le refactoring. En tout cas pour ceux qui font du Java et du C#, ils ne voulaient pas le perdre. Donc ils voulaient qu'on puisse continuer à refactorer le code qu'on développait. Et ils voulaient un typage fort. Donc la philosophie qu'il y a derrière GWT, c'est d'abord on s'occupe de l'utilisateur en développant des applications efficaces, mais on n'oublie pas le développeur de manière à ce qu'il puisse, de manière aisée, développer ses applications. Donc l'approche qui a été adoptée, c'est de développer son application en Java et après d'utiliser un compilateur qui va générer du JavaScript et ce sera ce JavaScript qui va être envoyé dans le navigateur. Si je voulais résumer ce que c'était que GWT, je vous dirais que c'est le GCC du web. Donc GCC, c'est quoi? Qui est-ce qui connaît GCC? Voilà, GCC, c'est un compilateur qui prend du C, qui génère de l'assembleur, et c'est cet assembleur qui est exécuté dans votre système d'exploitation. GWT, c'est pareil. Vous codez en Java, vous prenez un compilateur qui est GWT, ça vous génère du JavaScript qui va s'exécuter dans un navigateur. À peu près la même philosophie. Donc première chose, je vais vous faire une petite démonstration. Donc un petit Hello World en GWT. Donc j'ai déjà codé, mais je vais le cacher. Donc je vais le faire from scratch. Donc pour ça, je vais utiliser un outil que j'apprécie beaucoup, qui est GWT Designer, qui facilite grandement le développement avec GWT. Donc je me code un petit Hello World. Je fais Next. Finish. Donc là, je vais créer un projet complet. Donc première chose que je vais faire, ce projet, c'est que je vais l'exécuter. Vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc j'exécute. Et il y a quelque chose d'assez fantastique avec GWT. Avec GWT arrive quelque chose qui vous permet quasiment instantanément de tester votre code. Voilà, donc vous avez un espèce de viewer, c'est ce qu'on appelle le hosted mode, qui va vous permettre de visualiser votre application. Donc là, je viens de créer une petite application, elle est toute simple. Je clique dessus et puis j'ai une petite fenêtre qui s'affiche. C'est la première chose qu'on fait quand on fait du JavaScript. Un petit Hello World qui apparaît dans une petite fenêtre. D'accord? Donc comment ça se code? Bon, c'est assez simple. Vous le codez en Java. Donc ça, c'est du code Java, pour ceux qui ne connaissent pas. Ici, et puis en gros, vous posez un bouton. Donc vous avez une classe. La philosophie de GWT est assez proche de la philosophie Swing ou SWT, pour ceux qui se connaissent. Ceux qui font du Swing et du SWT passeront à GWT, mais quasiment instantanément. D'accord? Ou même ceux qui ont développé des applications de type desktop classique. Donc là, j'ai créé un bouton. D'accord? Et puis après, je mets un événement, et puis quand on clique sur le bouton, j'ai une fenêtre qui s'appelle, un objet qui s'appelle Windows, et puis je lance l'alerte. Ça, c'est simple. Donc on est... l'intérêt d'être en Java, par exemple, là je suis dans un environnement de développement, si j'utilise une variable qui n'existe pas, de manière instantanée, mon compilateur il me le signale. Il me dit, tu as fait une erreur, une faute de frappe. D'accord? Donc là, il me dit, cette variable n'existe pas. D'accord? Si j'étais en JavaScript, ici, c'est une information que je n'aurais pas du fait du langage. D'accord? Autre chose qui est intéressante avec, du fait qu'on est avec cette technologie-là, donc je vais fermer ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez impressionnant. C'est qu'on est capable de débugger. Donc je vais mettre un point d'arrêt ici. Hop, je mets un point d'arrêt. Je relance mon application en mode debug. D'accord? Voilà. Donc elle se relance.
J'avais déjà des points d'arrêt. Oui. Ça gèle. Ah, c'est mon Windows là qui a du plomb dans l'aile. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais terminer ça. Si je vous dis que c'est la première fois que ça m'arrive, vous n'allez pas me croire. Pourtant, c'est vrai. Ok. Donc, je vais le relancer. Voir ce que ça va donner. Ah, je sais ce qu'il veut. Parce que il y a une fenêtre qui doit s'afficher. Comme je suis en 1024 par 766, j'arrive pas à la voir. Ok. Il veut pas que je passe en mode debug en fait. Enfin voilà. Bon, je peux pas vous montrer le fait que ça fonctionne en debug parce que voilà, c'est un problème lié à Eclipse. Donc l'idée c'était que j'étais capable de passer un point d'arrêt et après de dérouler en pas à pas mon application. Donc voilà, un petit Hello World, on le voit, c'est vraiment simple à coder. Si je veux continuer à développer mon application, je peux avoir, alors là, ok, ici, je peux passer en mode design ici, et je vais être capable de travailler en mode visuel. Donc par exemple ici, je peux rajouter un bouton, je peux rajouter une case à cocher, je peux rajouter un champ texte, voilà, des choses comme ça. Et puis après, je peux aller regarder dans le code, il m'a rajouté des choses qui sont ici. D'accord ? Donc si je change ça, ici, New Button, je fais valider, je sauvegarde, je repasse là-dedans. Ok. Et puis là, mon bouton s'appelle valider. D'accord ? Je relance mon application ici. C'est très simple. Donc elle aura pris en compte les modifications que je viens de faire, ici, c'est là. Je peux aussi tester le déploiement. Donc là, je suis en train d'exécuter dans un environnement de prévisualisation. Je peux dire, ce que je veux, c'est vraiment exécuter la chose au final. Donc là, je fais un compile and browse. Et puis, je vais pouvoir tester mon application dans un navigateur, dans un vrai navigateur. Donc là, je suis dans Firefox, d'accord ? Et l'application que je viens de développer, elle est là. Hyper simple. Là, c'est du JavaScript qui est en train de s'exécuter. D'accord ? Donc si on a un peu de temps, on ira un peu plus loin dans la démonstration. J'essaierai de vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on code. Voilà. Hop. Donc comment ça fonctionne ? C'est très simple. Vous développez votre code en Java. Ce code, il va utiliser un certain nombre d'API du langage Java. Donc l'API, ça ne se voit pas trop, mais Java Lang, Java Util, Java IO. Et puis, vous allez vous appuyer sur des widgets JWT, d'accord ? Des boutons, il y a des menus déroulants, des arbres, des tableaux. Un peu tous les widgets de base qu'on retrouve dans des applications classiques sont disponibles en JWT. Après, vous passez par le compilateur. Ce compilateur vous génère une application. Dans cette application, il y a un runtime JWT plus le code JavaScript de votre appli. Donc, vraiment très simple. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est un petit tour d'horizon de toutes les fonctionnalités qui sont disponibles dans JWT. Donc d'abord, je vais vous présenter tous les widgets qui sont disponibles. Donc on va les voir ici. Donc il y a une espèce de showroom qui va vous présenter tous les widgets qui sont disponibles dans JWT. Ça s'appelle le Kitchen Sink. Donc voilà, vous avez des boutons classiques, que ce soit des boutons comme ça. On est capable de les rendre disable, des cases à cocher, des radio buttons. Il y a des menus. D'accord ? Très simple. Vous avez la possibilité de manipuler des images. Donc on le verra dans JWT 1.4, il y a une manière très astucieuse d'utiliser les images. La nouvelle version qui est sortie en release candidate il n'y a pas très longtemps. Voilà. Vous avez la possibilité d'organiser vos composants à travers des panels, des layouts, d'accord ? De manière, il y a plein de panels différents. On verra un petit peu les différents panels. Vous avez les notions de liste, c'est classique. Vous êtes capable de faire des pop-up. Voilà, donc je lui demande de visualiser une pop-up, un dialog box. D'accord ? Tout ça, c'est accessible de manière simple dans l'API, en fait, en Java. Voilà des tableaux. Vous avez de l'API pour saisir du texte.
des tree views. D'accord? C'est assez simple à manipuler. La notion de frame. Donc voilà, là on est capable de naviguer. Comme ça, je reviens en arrière. Et puis il y a bien sûr des onglets. Donc voilà un petit tour du propriétaire, un petit peu de tous les composants qui sont disponibles de base dans GWT. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très simple de créer ses propres composants. D'accord ? Étendre GWT par ses propres composants, c'est simple à faire. Vous les codez en Java. Et puis, GWT permet aussi de wrapper des composants qui sont déjà écrits en JavaScript. Donc on le verra, il y a une API, vous avez développé un composant en JavaScript, vous êtes capable de le wrapper et de le rendre accessible en Java. Donc voilà pour un petit tour du propriétaire. Voilà. Aussi dans GWT, quelque chose qui est important, c'est la gestion de l'historique. Donc une application GWT, c'est ce qu'on appelle une application Single Page Interface. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute votre application va se retrouver dans une seule page web. Et vous allez naviguer, entre guillemets, à l'intérieur de cette page web. Malgré ça, vous allez être capable de gérer un historique. C'est-à-dire que vous ne changez pas de page, mais vous allez quand même pouvoir utiliser le back et forward du navigateur. D'accord? Donc je vous fais une démonstration. Donc je suis ici, là, et là, en fait, tout à l'heure, j'ai navigué dans l'application Kitchen, là, et je suis capable de faire du back. D'accord? Et donc je vais retrouver tout ce que j'ai fait. D'accord? Donc je suis capable, comme ça, malgré que je suis en single page interface, de manipuler l'historique. D'accord? C'est quelque chose qui était assez difficile à manipuler dans les applications web. Maintenant, avec ce toolkit, on a une API native qui nous permet de le manipuler. Autre chose importante, il y a quelque chose qui était difficile à faire sur les applications single page, c'était la possibilité de mettre des bookmarks. Là, vous allez être capable maintenant de bookmarker même des morceaux de votre application, même si elle est en single page interface. Donc là, je viens de copier cette URL, j'ouvre un nouvel onglet dans mon navigateur, je colle, j'y vais, et il va m'ouvrir la page exactement à l'endroit où j'étais. D'accord? Donc ça, c'est géré de manière native par GWT. Donc voilà. Support du RPC. Donc il y a, en fait, Ajax, ça vient d'un acronyme qui veut dire Asynchronous JavaScript XML. Le moins que pouvait proposer GWT, c'était une API qui permet de manière très simple d'adresser des traitements qui sont sur un serveur. D'accord? Donc c'est possible avec l'API. En gros, vous avez des classes Java, vous allez définir, qui vont vous permettre de dialoguer de manière transparente avec du code qui est sur un serveur. D'accord? Vous n'aurez rien à faire pour faire ça. Là, les informations qui vont circuler en JSON. Qui connaît JSON? Pas mal de gens, donc voilà. Donc c'est la technologie qui est utilisée pour sérialiser les informations qui vont être véhiculées, mais vous n'avez pas besoin de connaître JSON en fait pour utiliser cette notion-là. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déclarer une API de service, un data service, qui correspond aux informations qui vont être accessibles sur un serveur. Vous créez un stub. Pour ceux qui ont fait un petit peu de RMI ou de technologie de ce type, ils voient ce que je veux dire. Donc vous créez votre stub, et puis après, via ce stub, vous allez pouvoir accéder à de l'information en lui passant un callback. Si le traitement sur le serveur est un succès, vous aurez une méthode qui sera sollicitée, onSuccess. Et puis si le traitement se termine en erreur, s'il y a une exception, vous aurez une méthode qui vous permet de traiter, c'est onFailure. Donc rajouter ça, c'est pareil, c'est très simple. Par exemple, je vais rajouter sur mon petit Hello World, je vais rajouter un wrapper. Donc je vais là, je rajoute Google Web Toolkit, je rajoute un remote service que je vais appeler Demo Remote. Voilà, donc il m'a créé une interface dans laquelle je vais déclarer les services que je veux accéder de manière distante. Et puis dans la partie serveur, il m'a codé une méthode ici, une classe qui va correspondre à l'équivalent d'une servlette qui va s'exécuter sur le serveur. Donc si je veux rajouter une méthode, je vais dans mon démo remote ici, par exemple je rajoute public, quelque chose qui va me renvoyer une string. Je vais l'appeler c'est hello. Je lui demande en entrée une string. Je fais ça. Et puis cette méthode va apparaître directement ici.
et ben en fait, côté serveur, ici, il suffit que je mette le traitement que je veux qu'il soit réalisé. Et puis quand du côté du client, je vais solliciter la méthode, côté serveur, ceci va être appelé. C'est vraiment super simple à mettre en œuvre. Voilà. Donc, support du RPC. Autre intérêt de la technologie, c'est que de manière native, elle va supporter l'internationalisation. Donc l'internationalisation, c'est souvent quelque chose qui est difficile à adresser sur les projets. Il se trouve que de base, la technologie GWT va l'adresser, et de manière assez astucieuse. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand vous voulez internationaliser un message, vous prenez une interface, et dans cette interface, vous créez une méthode. D'accord? Donc là, par exemple, il y a une méthode qui s'appelle turnLeft. Associé à cette méthode, donc à turnLeft, je vais dans un fichier properties et je dépose la chaîne de caractères correspondant au texte que je vais vouloir voir affiché dans le navigateur. Donc là, par exemple, turnLeft for player, etc. Et puis quand, à un moment donné, j'ai besoin de cette chaîne de caractères, eh ben, je vais simplement ici m'adresser à une classe, un peu un bundle. Et puis à ce bundle, eh ben, je vais m'adresser à mon interface, et puis je lui passe des paramètres si j'en ai. Là, j'avais deux paramètres, paramètre 0, paramètre 1. Ici, je lui passe mes paramètres. Donc, vraiment très simple à faire. D'accord? Ce qui est important aussi, c'est que ça va être fait de manière astucieuse. C'est-à-dire que ce qui est très embêtant avec les applications Ajax, c'est d'embarquer dans le navigateur du code qui ne vous sert pas. D'accord? Donc, dans la manière, GWT est pensé d'une certaine manière, c'est-à-dire que vous allez embarquer dans le navigateur uniquement ce qui est utile. Donc, vous allez embarquer dans votre navigateur IE uniquement le code qui est utile à Internet Explorer. Si vous exécutez l'application avec Firefox, vous allez embarquer dans votre navigateur uniquement le code qui est utile à Firefox. Par ailleurs, si vous êtes en langue anglaise, vous allez embarquer dans votre navigateur uniquement le fichier de properties correspondant à votre langue en fait. Donc, si vous êtes en français, vous récupérez uniquement les labels en français, etc., etc. D'accord? Donc, c'est optimisé. Et c'est ce qui est fait durant la phase de compilation. Donc voilà. Aussi une des grosses nouveautés, en tout cas pour le monde Java, c'est ce que quand j'ai codé mon petit Hello World, là vous avez vu, j'ai pris des composants et je les ai drag and droppés sur ma page de manière très simple. Pour ça, j'ai utilisé un panel ou un layout de GWT qui est l'Absolute Panel. Ça existait dans d'autres technos. En technologie Java, ça n'existait pas vraiment. En tout cas, c'est une révolution, c'est-à-dire que maintenant, on est capable de manière très rapide de coder des applications en posant les composants de manière absolue. On n'a plus à se préoccuper de jouer avec les tables pour arriver à bien placer les composants sur la page. On prend un absolute panel et puis on va déposer les composants où on le veut. Donc, c'est ce qui va nous permettre d'être très efficace lorsqu'on développe une application. Un peu comme on faisait en VB, en Delphi, dans ces technologies-là. On posait les composants de manière absolue dans l'application. On va être capable de faire ça aussi avec GWT. Il y a l'Absolute Panel, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Il y a une grille donc, où tous les composants vont être alignés en colonne. Vous allez pouvoir déposer aussi vos composants en ligne. Il y a des choses plus flexibles. Vous allez aussi pouvoir les déposer de manière verticale, etc., etc. Une des choses qu'avait fixé Rod Johnson lorsqu'il avait démarré son développement, c'était d'être cross-platform. Donc c'est le cas. Vous avez une application GWT, elle va tourner dans tous les navigateurs et sur toutes les plateformes. D'accord? Donc voilà, ça marche. Moi, sur les projets que je suis en train de développer, avec GWT, on teste sur ces 4 navigateurs et ça se passe sans problème. Voilà. Autre chose importante, les CSS. Donc, les CSS, c'est quelque chose qui a été rajouté au HTML et souvent, les développeurs, quand ils démarrent leur application, ils ne s'en préoccupent pas forcément tout de suite. Il se trouve que, de base, un composant GWT, il est pensé nativement CSS. D'accord? Et vous n'avez pas de possibilité de lui changer son apparence sans passer par une CSS. D'accord? Voilà. Donc, c'est tout simple. Ce qui veut dire, à un moment donné, si vous voulez changer la taille d'un label, une couleur, etc., vous allez être obligé de passer par une feuille de style. Ce qui vous permet à tout moment de complètement changer le look d'une application. D'accord? Voilà, donc le debug, je vous ai fait une démonstration malheureuse, mais donc ça fonctionne bien. Voilà, autre chose importante, JavaScript existait bien avant GWT. Il est possible que vous ayez déjà des kilos et des kilos de code JavaScript que vous avez testé, débugué, dans lequel vous avez investi énormément d'énergie. Vous allez pouvoir récupérer
vous allez pouvoir récupérer de manière assez simple ce code en fait. Pour ça, comme il y avait une API JNI en Java, qui est-ce qui connaît JNI? Un petit peu. Donc c'était une API qui permettait depuis Java d'accéder à du code C. Et depuis Java, avec GWT, vous allez pouvoir accéder à du code JavaScript. Donc voilà comment ça se passe. Vous déclarez une méthode ici. Vous la déclarez comme native, cette méthode. Et puis à l'intérieur, vous mettez votre code JavaScript. D'accord? Donc en général, le code que vous mettez dans cette méthode, c'est un pont vers votre librairie. D'accord? Vous allez wrapper votre librairie dans une classe Java. Donc je peux vous montrer ça. Je vais préparer une petite démonstration qui permet peut-être de faire ça. Donc c'est la même chose c'est le même Hello World que tout à l'heure, qui est là, ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté la petite portion de code ici. Donc là, je suis en JavaScript. Je déclare ma méthode de manière native. Et puis je m'adresse à JavaScript et je lui dis, là, c'est vraiment ce code-là, JavaScript, qui va être exécuté. Donc la méthode, elle s'appelle alert. C'est ici. Et ce qu'on va voir là, j'ai mon bouton comme tout à l'heure, qui s'appelle click button. Et quand j'ai ajouté un listener dessus, et ce listener, il va déclencher la méthode native alert. D'accord? Donc je vais fermer ce truc-là. OK. J'exécute cette application-là. Run as JWT application. Donc un look un peu différent de l'autre. Donc ça va arriver, et puis maintenant, quand je clique dessus, de la même manière, j'ouvre la même fenêtre que tout à l'heure, mais sauf que de le faire en Java, là, je le fais en JavaScript. Donc vous êtes capable, comme ça, de vous rappeler plein d'API. Moi, pour m'amuser, il y a une API qui est sortie, que je trouve que je trouve vraiment fantastique, qui s'appelle la Google Ajax Feed API. Je ne sais pas si vous connaissez cette API. C'est une API qui va vous permettre, depuis JavaScript, d'aller récupérer des RSS un peu partout. D'accord? Il y a une problématique avec le JavaScript, c'est qu'on ne peut pas faire de cross-site. D'accord? Vous allez pouvoir lancer des requêtes uniquement sur le site duquel provient votre code JavaScript. Et Google a sorti une API qui vous permet de contourner ce problème, qui s'appelle la Google Ajax Feed API. Donc j'ai développé un petit wrapper sur cette API. Donc je peux vous le montrer. Il est là. J'ai juste fait, c'est un petit spike que j'avais développé, comme ça, un petit prototype. Donc en gros, pour utiliser cette API, maintenant qu'elle est codée, la seule chose que vous avez à faire, c'est vous créer un feed, et puis vous passez une URL à ce feed et vous lui faites get feed. D'accord? Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la bibliothèque JavaScript et je l'ai wrappé. Donc je peux vous montrer le code de wrapping, il est là. D'accord? Donc j'ai créé une classe Java qui s'appelle feed. Et puis après, là-dedans, il y a un moment donné, ma méthode getFeed ici, elle va utiliser des objets qui viennent de la feed API. D'accord? Donc ici, je vais m'adresser à un objet JavaScript qui a été codé par Google. D'accord? Donc là, on voit, c'est une méthode native. Je suis en JSNI. Et puis ici, j'ai codé en JavaScript. Je suis vraiment nul en JavaScript, donc ne regardez surtout pas le code. Mais voilà, donc c'est ce qui m'a permis de faire une espèce de pont. Et du coup, maintenant, si quelqu'un veut utiliser la Google Feed API, il prend simplement ma classe Java qui s'appelle Feed, et puis il lui fait dessus un get URL, et puis ça marche. Il n'a même pas à se préoccuper de savoir comment fonctionne. Donc j'ai une petite démo en ligne là-dessus, qui est là. Non, qui n'est pas là. Je ne sais plus où elle est. Voilà, elle est là. Donc quand vous cliquez là-dessus, vous mettez une URL, d'accord, et puis là, vous cliquez là-dessus, hop, et puis ça va vous mettre ici, ça va vous récupérer un feed à droite à gauche. Donc là, j'ai codé par exemple pour récupérer tout ce qui est tagué GWT sur Delicious, pour récupérer les news, les dernières news sur GWT dans le groupe. Et puis, j'ai un site sur GWT. Et puis donc, j'ai codé ici, pareil, je suis capable de récupérer les informations. Donc, wrapper la Google Feed API, pour moi qui ne connais pas JavaScript, ça m'a pris peut-être 1 heure. Hein. Donc, j'ai un peu bidouillé pour arriver à le faire. Et puis développer l'application que vous voyez là, ça m'a pris, je ne sais pas, un quart d'heure, quoi. C'est vraiment très simple à coder. Voilà. Optimisation du code. Donc quand vous codez en JavaScript, il y a une phase très importante, c'est la phase de compilation. Et là, le code JavaScript qui va être généré va être optimisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous regardez le code JavaScript, il est ce qu'on appelle offusqué.
D'accord? Donc les gens qui codent des API Ajax savent que c'est très important de faire ça de manière à ce qu'il y ait le minimum de code JavaScript qui transite sur le réseau et le minimum de choses à interpréter par le navigateur. Donc c'est optimisé, comme je vous l'avais dit, ben, c'est optimisé par plateforme. Et puis, ce qui va être important, c'est que si vous n'utilisez pas toute l'API GWT, vous allez importer uniquement ce qui est intéressant. Très bonne scalabilité, j'en ai parlé, plus besoin de faire de la Session Affinity. Il y a des outils, donc je vous ai montré, GWT Designer, qui vous permet comme ça, en drag and drop, de développer votre application. GWT, ça coûte 39 $ par mois, non par an, pardon. C'est rien du tout. Il y a une communauté très importante autour de GWT, malgré que c'est une technologie qui a qu'un an. Il y a eu 1 million de téléchargements. Sur le forum, il y a 9000 inscrits. Il y a déjà plusieurs ouvrages sur GWT, plusieurs livres qui ont été publiés. Il y a beaucoup d'articles, de tutoriaux disponibles sur Internet. Il y a des formations, des blogs, enfin une quantité d'informations. GWT 1.4 vient de sortir avec son lot de... Bon, il vient de sortir en release candidate, juste pour les Google Developer Day. Donc, entre autres, par exemple, une des fonctionnalités, c'est que récupérer une toolbar, dans beaucoup d'applications, ça va être cette toolbar dans laquelle il y a 12 images. Avec une application Ajax classique, vous allez envoyer 12 requêtes sur le serveur pour récupérer vos images. Google a sorti une espèce de base de données d'images. Vous envoyez une seule requête sur le serveur. Et il y a eu des tests qui ont été faits. Récupérer cette toolbar en Ajax classique, c'était 600 millisecondes. Avec GWT, c'est tombé à 100 millisecondes. D'accord ? Donc voilà, les optimisations permanentes qui cherchent à améliorer. Donc on a parlé tout à l'heure de Google Gears qui vient de sortir. Sachez qu'il y a déjà une API GWT qui permet de le wrapper. Donc j'ai téléchargé et j'ai commencé à tester. Voilà, c'est assez simple, j'ai téléchargé tout à l'heure. Voilà, il est là. Donc c'est juste pour vous montrer comment ça marche ici. Ben, à nouveau, hein, ils ont wrappé, Google a wrappé l'API GWT, donc au moins Google Gears qui est en JavaScript, il l'a wrappé en Java. Et maintenant vous avez un objet database qui est là, donc qui vient de l'API. Et puis après, ben, quand vous voulez l'utiliser, vous pouvez dire à votre base de données, exécute-moi des queries. D'accord? Donc vous êtes en Java, et maintenant vous pouvez faire, n'importe qui peut faire du Google Gears comme ça. D'accord? Vraiment hyper simple. Voilà, donc j'ai pas le temps de vous faire une démo. Donc GWT, pour résumer, c'est très efficace. C'est couramment admis que si vous développez en GWT, sur la couche graphique, vous allez aller en gros 5 fois plus vite. Ça permet de faire du refactoring, ça permet de faire du debug. Les serveurs sont stateless, c'est du cross-navigateur, ça supporte l'internationalisation. Vous avez un mode de test instantané et vous pouvez récupérer votre code JavaScript avec JSNI. Les idées reçues, Java est nécessaire sur le serveur. Ben non, GWT n'impose pas de technologie sur le serveur. Vous pouvez développer un serveur en PHP et avoir une couche graphique en GWT. Bien sûr, le code qui va être sur le client, vous allez devoir le coder en Java, mais rien ne vous empêche d'envoyer des requêtes et récupérer des flux JSON et les interpréter dans votre navigateur. Donc vous pouvez faire du PHP, du .NET, etc. Tout ça, c'est compatible avec GWT. Le code JavaScript est difficile à débugger. Donc c'est vrai que le code JavaScript qui est dans le navigateur est offusqué. Et en fait, vous avez aussi la possibilité de demander au compilateur qui vous génère du code lisible. Donc si vous voulez débugger, vous pouvez aussi lui demander qu'il compile du code lisible. Voilà, les applications GWT sont lourdes. Donc c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que au début, vous allez charger toute votre application. Et puis finalement, après, vous allez charger uniquement de la donnée. Donc la première page va être un peu plus lourde qu'une page classique, et encore. Et puis après, derrière, de toute façon, ce sera forcément léger pour toutes les requêtes. GWT ne supporte pas l'existant. Beaucoup de gens disent, vous avez développé une application HTML classique, vous ne pouvez pas intégrer du GWT. C'est faux. On peut intégrer du GWT dans une application qui existe. GWT, c'est des applets. Donc ça, les gens qui racontent ça, c'est des gens qui ont entendu dire que la couche graphique était développée en Java et qui ne sont pas allés regarder plus loin, d'accord? C'est pas vrai. GWT, c'est pas de l'applet. Ce qui est envoyé dans le navigateur, c'est du JavaScript. Donc pas besoin d'avoir Java sur le poste client. GWT est propriétaire, parce que dedans il y a Google. Mais non, GWT, c'est open source sous une licence qui est très permissive, qui est la licence Apache. D'accord? Donc ça, c'est vrai depuis décembre 2006. Dernière question. Version du JDK, votre application GWT doit être codée en Java 1.4, mais rien ne vous empêche d'avoir du code serveur qui est développé en Java 5. D'accord? Intégration avec
Spring, qui est-ce qui utilise Spring sur ces projets? Donc Spring, c'est un framework Java très utile. Donc c'est vrai que l'intégration avec Spring était difficile en GWT 1.3. Elle est complètement... maintenant, en GWT 1.4, c'est très simple. Et il y a aussi certains critiquent l'intégration d'Hibernate dans les applications GWT. Moi, je trouve que la manière d'adresser ça avec GWT, c'est plutôt un plus. Voilà. Et je vous ai mis quelques pointeurs sur Internet pour des informations sur GWT. Voilà. Pour conclure, GWT, c'est facile, c'est efficace et c'est beau. Merci à Bruce Johnson qui a codé ça et puis merci à Google. Il y a des questions? On va prendre peut-être juste 2-3 questions pour après lancer le démarrage de la vidéo en espérant que le temps ne lâchera pas. Apparemment, il y a un gros orage et il y a un serveur et un centre télécom en fait, qui a sauté. On espère qu'on va avoir la bande passante qu'il nous faut. 2-3 questions. On peut déjà réutiliser ça pour poster la vidéo, mais allez-y. Chacun un micro. Des POP, des nouvelles. Donc, allez-y. Bonjour. Donc moi je suis développeur Java et JavaScript et actuellement j'utilise Prototype et justement on se pose la question de savoir s'il faut faire le saut à GWT ou pas. On a un petit peu regardé, on ne sait pas trop. Et la grosse question qu'on se pose c'est est-ce que quand on a des compétences JavaScript, il y a une valeur ajoutée en plus de l'aspect optimisé? Parce que j'ai l'impression que comme Swing et l'ancêtre d'Eclipse Visual Edge, on génère beaucoup de code Java, on génère beaucoup de code qui va être compilé de manière spécifique. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ou est-ce que c'est la simplicité, on ne paye pas le coût de la simplicité en beaucoup de code Java et beaucoup d'abstraction à ce niveau-là? Par rapport à, par exemple, vous montriez, par exemple, quand on fait une application complexe, en Java, par exemple, en Swing, dès qu'on sort des normes, il faut faire des trucs compliqués. Et de toute façon, rien ne vous empêche depuis GWT d'utiliser Script-ActOS et Prototype. Il y a déjà des wrappers. Non, mais si on fait le saut, à terme, ce sera que du GWT. Non, mais GWT, eux, ils vont sortir uniquement des composants simples. Dès que vous allez vouloir des composants sophistiqués, ce que propose Google, c'est qu'il y ait des gens qui les codent en JavaScript et qui soient wrappés après en Java. D'accord. Et le développement de ces composants sophistiqués, est-ce que c'est un coût non négligeable parce qu'il faut les rendre génériques? Il faut faire du JavaScript en fait. Ouais, le wrapper, c'est instantané. Non, mais les développer pour faire quelque chose de chiadé, générique, cross, on retombe dans les mêmes écueils que sans GWT. Soit vous faites du JavaScript pur, et c'est comme ce que vous faites actuellement, soit vous le faites en Java. Si vous le faites en Java pur, c'est ce qu'on fait nous, on utilise uniquement l'API GWT, ça se passe bien en fait, c'est du cross-navigateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que GWT, ils disent It's your own dog food, c'est-à-dire que les composants GWT sont basés sur GWT. D'accord? Ce qui leur permet, et c'est pour ça qu'ils sont optimisés en fait. Mais la couche d'abstraction ne rend pas justement le code trop verbeux en Java généré? J'ai l'impression par exemple qu'il y a les stubs et skeletons qui sont générés, enfin, il y a quand même une certaine lourdeur. Oui, dès qu'on veut faire du RPC, c'est une certaine lourdeur. Allez regarder, moi je vous assure, c'est vraiment très efficace. Pour rejoindre une des idées reçues que vous démontiez tout à l'heure, est-ce qu'une application GWT est forcément single page interface et on ne fait pratiquement plus que du Java, ou est-ce qu'on peut vraiment compiler, en l'occurrence, des sous-ensembles de sites PHP, .NET, quoi que ce soit, issus d'autres frameworks? C'est-à-dire que vous pouvez intégrer des choses qui sont GWT à l'intérieur d'autres sites. C'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Est-ce que GWT génère de nombreux fichiers à intégrer? Est-ce que c'est structuré? Oui, donc c'est très structuré. Et dans votre page, vous aurez 2-3 lignes de code à intégrer pour pouvoir accéder à cette API. Et ça ne compromet pas l'inclusion d'une API limitée, juste ce dont le navigateur a besoin, etc. Non, tout à fait. Juste une question par rapport au travail d'un designer web. Là, on voit que l'interface est construite à travers le GWT Designer. Je suppose qu'on peut le faire à la main. Mais comment est-ce qu'on intègre le travail d'un designer web avec cette construction de l'API, construction du visuel dans la page? Est-ce que ça se fait simplement?
Bah, ça se fait comme ça se faisait historiquement, c'est-à-dire que vous avez un designer web qui vous fournit du HTML et puis vous recodez tout, quoi. D'accord. C'est de la même manière, c'est ce qu'on a toujours fait, non? Sauf que là, vous avez une manière native du CSS dans vos composants, quoi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tous les composants supportent CSS de manière native, en fait. Ben, Des exemples. pardon? Des exemples? Bah, c'est que sur chaque composant, vous êtes capable de fixer le style, en fait. Donc, quand le développeur va développer, il va être obligé, il ne pourra pas faire fi de CSS, en fait.